Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, évidemment, le numérique, ça s'en prend, ouais, aussi en famille. Conseil à suivre avec notre famille préférée, la famille tout écran, et le Clémy. Elle a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, on va voyager au pays des jeux vidéo, oui, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on va les voir se créer par des artistes contemporains et mis à l'honneur par l'exposition World Building qui vient d'ouvrir ses portes au Centre Pompidou de Metz. Absolument. Comment les artistes s'attaquent à l'esthétique et au code des jeux vidéo et quelles sont les plumes que parfois ils laissaient le monde du vidéoludique. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure grâce à une exposition signée Hans Ulrich Obrist. Eh oui, parce que le numérique est littéralement partout, même dans notre question du jour et notre format masterclass. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer Internet? Cours d'histoire numérique à suivre avec notre invité, serial entrepreneur, convaincu que la tech, c'est de la politique. On vous le répète souvent dans cette émission. Premier président du Conseil national du numérique, Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne, enseignant à l'INSP, Sciences Po et HEC. Il revient en librairie et il nous plonge dans les coulisses du web avec comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. C'est aux éditions Éline Jacob. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. On va parler de tout ça évidemment pendant 2 fois 15 minutes avec vous, mais d'abord, focus. Les enfants peuvent être confrontés à des images choquantes en ligne. Comment prévenir cette exposition au contenu non désiré? Conseil à suivre avec la famille tout écran et le Clémy. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, il a disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Et voilà pour les conseils de la famille tout écran avec notre partenaire évidemment, le Clémy. Voyage dans le temps et dans l'espace, c'est à venir. Aujourd'hui dans l'école du futur, une brève histoire d'Internet. On ouvre notre masterclass, première partie. Et cette brève histoire du temps et du numérique, elle nous est contée par Gilles Babinet. Gilles, je le disais tout à l'heure, vous êtes évidemment serial entrepreneur. Vous avez été le premier président du CNUM, le Conseil national du numérique qu'on recevait dans cette émission il y a quelques jours. Digital Champion pour la France, auprès de la Commission européenne. Vous êtes également enseignant à l'INSP, à Sciences Po, à HEC. Et on vous retrouve en librairie avec ce livre savoureux, Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Première question, en couverture, on voit des portraits des très jeunes à l'époque, Richard Stallman, Vint Cerf et Steve Jobs. Stallman, le pape du libre, c'est le hippie, j'imagine. Vint Cerf, inventeur du protocole TCP/IP, le scientifique. Steve Jobs, c'est Dieu. Tiens, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est très bon, effectivement. C'est pas moi qui fais la couverture, évidemment, c'est mon éditeur. Et je pense que ça colle assez bien. Ouais, c'est un peu le descriptif. Alors, vous nous embarquez, ou plutôt vous nous réembarquez, de la préhistoire du numérique et d'Internet jusqu'au temps que nous sommes en train de vivre. On va y venir dans un instant, mais d'abord, vous remettez des points sur les i ou des h sur le mot histoire. On revient au principe et à la base. D'abord, comment est-ce que l'armée et comment est-ce que les universités ont collaboré pour inventer Internet ?
Ouais, c'est une histoire qu'on connaît un peu tous, mais pas très bien en fait. Et en la revisitant un peu, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. D'abord, le fait que finalement, il y a vraiment une phase très militaire de la technologie. C'est pendant jusqu'à 1965 à peu près, ils ont dominé le monde des technologies informationnelles. Puis la deuxième chose, c'est que finalement, ils ont fait une technologie qui est à leur image. Ils ont fait des mainframes, des gros ordinateurs hyper opaques, hyper secrets, etc. Et qu'il faudra un autre mouvement, le mouvement hippie, pour finalement décentraliser cette technologie et la donner à tout le monde. Et avoir aussi un vent de contre-culture qui puisse souffler justement sur les technologies numériques. C'est vrai que c'est important pour que non seulement ces outils-là puissent se diffuser, mais aussi apporter une contre-proposition politique. Et c'est ce qu'on lit dès les premières lignes du livre en réalité. Cette position de se dire que la tech, c'est de la politique. Encore une fois, on en parle beaucoup dans cette émission, mais c'est plus vrai que jamais aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. D'ailleurs, je pense que les zones d'affrontement sont demain très largement liées à l'intelligence artificielle, au fait de maîtriser des plateformes, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement un facteur de productivité qu'on va se rendre compte qu'il y a les États qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, et ceux qui ne l'ont pas seront probablement largement vassalisés par rapport aux autres. Il y a notamment, évidemment, ce concept de souveraineté numérique qu'on travaille beaucoup, qui est devenu quasiment un buzzword et une réponse assez facile, notamment il y a quasiment un an, un peu plus que jour pour jour, pendant cette campagne présidentielle. On ne s'en souvient pas toujours, mais oui, il y a un an et quelques mois et quelques semaines, on était en train de voter en France notamment. La souveraineté numérique, c'est devenu une réponse assez facile de la part des politiques, et non pas du politique, mais ça aussi, on va y revenir, sur la puissance publique et sa façon aussi de pouvoir impulser l'innovation et la tech. Souveraineté, il faut forcément sauter comme un cabré sur sa chaise, et je parle au digital champion de la Commission européenne en l'occurrence, en disant souveraineté, 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 ou c'est vraiment la réponse beaucoup trop simple en ce moment? Écoutez, moi je ne suis pas tellement souveraineté. Je pense qu'il faut évidemment que on arrive à se réapproprier ces technologies, à avoir des technologies européennes. Mais souveraineté, pour moi, ça colle un peu trop à aigreur et protectionnisme. Et je vois des gens qui disent qu'il faut à tout prix qu'on fasse du cloud européen, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que les Américains, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avance et que ça va être très, très difficile de revenir dans ces technologies. Ce qu'il faut, c'est accepter que ça prendra du temps et mettre en place une stratégie qui soit une stratégie de long terme. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Si vous vous préparez pour le sprint, c'est pas la même chose que si vous vous préparez pour le marathon. Et je trouve que les gens qui parlent de souveraineté veulent faire un sprint en sachant que c'est un marathon. Et donc on part, au bout d'1 kilomètre, on a épuisé ses forces et puis c'est fini, c'est plié, quoi. Non, il faut, notamment, puisqu'on est ici dans une école, il faut éduquer les gens, il faut créer une culture numérique, il faut se rapproprier des thèmes qui nous semblent importants, qui nous sont les nôtres, et puis petit à petit envahir l'ensemble des champs technologiques, et c'est ce qu'ont fait très bien les Américains. Et c'est aussi à cette course quasiment à l'armement, finalement, tech, que vous nous réinvitez. Dans cet ouvrage, on revisite la façon, en effet, dont Internet, oui, a été inventé. Je rappelle quand même qu'il y a une grosse partie du protocole qui a été inventé dans un laboratoire suisse qui s'appelle le CERN, avec Vincerf et avec Tim Berners-Lee, s'il en est pour la partie web en tout cas. Est-ce que finalement Internet doit quand même un peu quelque chose à l'Europe? Alors je ne dirais pas que le CERN est un laboratoire suisse, c'est un laboratoire européen. Non, il est européen, sur la frontière franco-suisse. C'est vrai, bravo. Il est entre les deux frontières, j'y suis allé, c'est assez impressionnant de voir ça. Et l'anneau est des deux, enfin les anneaux, parce qu'il y en a plusieurs, sont des deux côtés. Et les gens du CERN sont très attachés à ce que ce soit ni français ni suisse, mais européen. On remet cette neutralité européenne au centre, vous avez bien raison. Mais justement, est-ce que du coup, à cette invention d'Internet, on oublie parfois qu'elle doit quand même quelque chose à l'Europe? Mais plus que ça, c'est-à-dire que quand la reine décide de distinguer les gens qui ont inventé Internet, elle distingue quand même 2 Européens, Vincerf qui est américain, mais Tim Berners-Lee et Louis Pouzin, Louis Pouzin qui est même français d'ailleurs en passant. Donc il y a un Britannique, un Français et un Américain sur les 3 pères fondateurs de l'Internet. Ça mérite quand même d'être dit. Et c'est vrai dans l'intelligence artificielle aussi. Je veux dire, le pape aujourd'hui de l'intelligence artificielle quasi incontesté, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un Français très attaché à la France et avec qui j'avais un échange la semaine dernière et qui me disait il y a quand même beaucoup de Français dans cette histoire. Oui, absolument. Il y a cette école française qu'on vante beaucoup, qu'on loue beaucoup, cette école française des mathématiques et de l'intelligence artificielle, mais qui n'arrive pas à contenir ses cerveaux en Europe et en France, parce
parce que parfois, il ne faut pas appeler un chat, on est mieux payé quand on va travailler pour une big tech qu'en restant travailler pour une tech française. OpenAI, les salaires, le plus petit salaire qu'on peut vous proposer, c'est $300,000. Et ça monte jusqu'à plusieurs millions de salaires, j'entends bien, stock option, etc. Donc c'est évidemment, vous avez 25 ans, 30 ans, parce que c'est à des gens de cet âge-là qu'ils proposent de venir. On vous propose un salaire comme ça, c'est assez difficile de refuser. Surtout quand vous sortez d'un laboratoire de l'ENS, vous êtes payé 2300 €. Quand même le dire. Non, mais complètement. Et ça fait partie aussi des questions sur lesquelles vous travaillez, à la fois avec le Conseil national du numérique, à la fois en tant que Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne. Comment est-ce qu'on redonne ces lettres de noblesse et surtout son effet de traction et d'attraction à l'innovation et à la tech en France, en Europe? Avant d'aller justement sur cette guerre des talents, question rapide, est-ce que l'héritage, encore une fois, dont vous témoignez dans cet ouvrage, on l'a parfois un peu oublié? Oui, je pense qu'on l'a oublié et c'est ça qui m'a fasciné. En fait, ça fait 10-12 ans que je me pose la question, mais pourquoi on s'est planté à ce point-là, quoi? Parce qu'on est vraiment derrière. Et j'ai cherché des tas de raisons. Donc, on a beaucoup moins de capital risque que les Américains. On n'a pas des universités qui sont aussi capables de créer des entreprises que Stanford ou le MIT. Bon, on peut se dire, ok, c'est des raisons qui sont importantes. Puis il y a un truc qui m'est apparu quand même comme assez structurant, c'est finalement la culture générale de cette chose-là. Et ce que je raconte dans ce livre, et qui est vraiment, à mon avis, le cœur, ce qui est le plus intéressant, c'est à quel point les communautés se sont juxtaposées entre les écrivains d'auteurs de science-fiction ou de films d'ailleurs, 2001 l'Odyssée de l'espace, les entrepreneurs, les chercheurs à l'université, les militaires et les hippies. Voilà. Et ces gens-là avaient plein de points de contact. Je ne dis pas que c'est les hippies qui ont vraiment inventé Internet, parce que en réalité, c'est plutôt Vint Cerf et Bob Kahn, qui ne sont pas des hippies du tout. On ne peut pas dire. John Poster, qui était le 3e larron, c'est un vrai hippie. Donc on l'oublie souvent, il existe quand même. Par contre, ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils étaient quotidiennement en contact avec ces communautés. Et que la science-fiction, ça a été un moteur pour tous, aussi bien les hippies que pour les inventeurs de l'Internet. Et ça, c'est une chose qu'on ne voit pas. Et je crois que d'avoir une sorte de narratif commun qui nous soulève, une vision, une projection, c'est indispensable. Et on ne l'a pas. Et moi, je pense qu'il faut qu'on la crée. Donc ça veut dire, si je vous écoute bien, qu'il faut aussi, à un moment donné, se donner la chance d'inventer des imaginaires. Exactement. De pouvoir aussi intégrer par la pop culture cette logique numérique et technologique, sans en faire de la fantasmagorie non plus. Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, qui sont en train de dévorer la nouvelle saison de Black Mirror chez un streamer que je ne citerai pas sur cette antenne. Mais voilà, il y a toujours cet effet quand même Black Mirror, et le fait de se dire que évidemment, on peut tomber dans ce travers un peu fantasmagorique et dystopique des technologies, entre technosolutionnisme, BA si j'ose dire, et risque potentiel à souligner. Il faut raison garder parfois. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Je crois que Black Mirror, c'est européen, c'est britannique. Au départ, c'est britannique, absolument, voilà. pour la BBC. Et c'est quand même ennuyeux qu'en Europe, on ne sache faire que de la science-fiction dystopique. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des risques, il y en a, évidemment, mais si vous voulez, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Star Wars, ou Star Trek, ou je ne sais quoi, ça a entraîné des milliers de jeunes gens vers ces technologies. Voilà, parce qu'ils ont vu que le capitaine Kirk, ou je ne sais quoi, il n'arrivait plus à faire ces appels transatlantiques, enfin... Surtout pas transatlantique, disons. Non, pas transatlantique, pardon. Au fin fond de la galaxie et de l'univers. Transgalactique, effectivement. Et donc, voilà, et quelque part, ça nous attire. Moi aussi, ça m'a attiré, d'ailleurs, à certains égards. Et voilà, et je pense qu'il y a plein de thèmes qui mériteraient qu'on se réempare de ces technologies pour les emmener ailleurs. Quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé dans les échanges que j'ai eus, notamment avec Vint Cerf, c'est le fait que, a priori, c'était impossible, mais ils l'ont quand même fait. Et ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, finalement... j'ai vu ça dans un film, et peut-être qu'on peut essayer de faire un truc qui serait vraiment un peu compliqué, mais comme ça. Et voilà, et on a besoin de ça. Aujourd'hui, on est au cœur de la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique de la science-fiction. C'est vraiment comment on appelle ça, le déplacement. Schrödinger, oui, non, mais c'est le fait de se déplacer non plus avec des réacteurs, mais avec des systèmes de voyage qui... Se téléporter. Téléportation, merci. Exactement. Voilà, et peut-être que ça sera possible demain, j'en sais rien, mais si on n'a pas des dingues
Généralement, d'ailleurs, des gens assez jeunes, hein, parce que c'est quand on est jeune qu'on est un peu dingue, qui vont dire mais je vais quand même essayer. Ça va être difficile. Donc cette dynamique, elle est vraiment essentielle. Et c'est ça qui fait qu'on se ressoude quand même à une vision positive de la modernité. Et justement, alors d'abord, on doit à Mark Twain, ou au Mark Twain justement du numérique, ses inventions et l'invention notamment d'Internet, vous venez de le rappeler. Mais surtout, on va sortir de la science-fiction pour venir dans le présent, et qui est un futur qui n'est absolument pas fantasmagorique pour le coup. Vous décrivez aussi en fin de livre ces 50 et 100 années qui viennent, sous l'aune évidemment du défi climatique, de la crise énergétique. On a beaucoup parlé notamment cette saison de sobriété énergétique et sobriété du numérique. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut prendre le virage. Il n'y aura pas de chance après. Ah oui, mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent les climatologues, et je pense qu'il n'y a pas de débat à cet égard. Le point que je soulève dans ce livre, c'est qu'effectivement, les technologies se sont fait polariser par le thème dominant du moment. Donc il y en a eu plusieurs. Il y a eu la guerre froide, il y a eu l'émancipation économique des 30 Glorieuses et le welfare state. Il y a eu la globalisation, après, très important. Et puis là, on est dans une phase réactionnaire. Et c'est le Web 3, c'est lutter contre les banques centrales, les États, etc. C'est assez intéressant. Donc c'est pas très fort, mais c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le narratif dominant, Elon Musk et Peter Thiel. Et ce qui va apparaître, c'est manifestement que c'est l'environnement qui va polariser ces technologies. Et puis derrière ça, il y a aussi la nature. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une phase réactionnaire ou dans une phase de globalisation, c'est quand même des logiques très individuelles qui prévalent. Celle de l'entrepreneur, celle de celui qui se bat contre les monnaies souveraines. Et donc voilà. Et je pense que ces technologies vont redevenir collectives par nécessité, parce que c'est l'environnement qui va dominer. Et voilà, on a toujours le sentiment qu'on est dans une sorte de phénomène un peu statique, où l'idéologie dominante, c'est celle de tous les temps, mais c'est pas vrai, ça change tout le temps. Et la part de la technologie dans cette aventure est assez importante. Et puis on est aussi nous-mêmes utilisateurs et utilisatrices du numérique, devenus conscients qu'on est aussi citoyens et citoyennes. Ça, pour le coup, on peut aussi apporter de l'eau au moulin des régulateurs et de la régulation européenne, qui a fait preuve d'exemple, qui a fait école, notamment avec le RGPD, la réglementation sur les données personnelles, qui maintenant fait école jusqu'aux États-Unis et en Californie avec le CCPA, cette version américaine de cette, encore une fois, défense de la privacy. On est devenus des utilisateurs et des utilisatrices conscients de nos potentiels, de nos droits, de nos responsabilités, et finalement en défiance vis-à-vis de ces technologies. On est très largement schizophrène, parce que les mêmes qui me disent je veux pas qu'on utilise mon donnée passent leur temps sur des réseaux sociaux sur lesquels l'exploitation des données est totale. Et je crois qu'on a encore une phase supérieure à rejoindre pour avoir une utilisation plus raisonnée des données. Et par ailleurs, je considère que on a, notamment dans cette culture de la privacy, été beaucoup trop loin. Par exemple, pour les données de santé, il n'y a plus de proportionnalité du risque. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça doit être sur des clouds qui sont nécessairement en Europe, etc., sans jamais se soucier de savoir si ces données ont jamais fuité. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Et donc, on se prive d'opportunités énormes en traitement de données, notamment avec le machine learning, du fait d'une vision complètement erronée de ce que devrait être, notamment, la souveraineté. On parlait justement tout à l'heure de cette temporalité aussi, entre l'innovation, entre la façon dont on peut aussi réussir à construire ces technologies et la façon dont les États et les politiques peuvent s'en emparer. Pendant très longtemps, on a eu quand même des gens qui décriaient dans le processus de régulation un timing qui ne collait pas entre le temps de l'innovation et le temps de la régulation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on a une régulation dite smart, qui va pouvoir être plus agile et anticiper finalement le cadre réglementaire à venir, et qui permet du coup aux entreprises et aux constructeurs de ces technologies de pouvoir s'y adapter aussi? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la régulation. On pourrait faire une émission très longue sur ce sujet. Mais d'abord, première chose, c'est qu'il y a la régulation. Et il y a une régulation qui est plutôt européenne, et c'est plutôt bien, dans ce sens où pendant très longtemps, le narratif dominant, c'était de dire « Ok, vous les régulateurs, vous ne comprenez rien au monde qui vient, surtout ne vous en mêlez pas. » C'est ce que les gens de la vallée ont dit à Washington pendant au moins 30 ans. Et ça a marché en plus, ce qui fait qu'on a plein de problèmes aujourd'hui à régler. Donc on commence à les régler. Ça, c'est la première chose qui est importante. Deuxième chose, c'est que, me semble-t-il, ce qui va apparaître, c'est une relation tripartite entre les pouvoirs publics, les corps sociaux et les entreprises, et la multitude, c'est-à-dire les citoyens. Ça, on n'y est pas encore. On a un premier volet de ça dans la directive
e-commerce de 2002. Ouais. On a un deuxième volet dans le RGPD. Et puis on a très largement ça dans le DSA. Voilà, et le DMA qui arrive et qui demande notamment à l'ensemble des plateformes de se mettre en régulation pour le 25 août. Attention, deadline, date butoir. Ouais. Thierry Breton et Bruno Le Maire l'ont beaucoup répété ces derniers temps. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose de très très fort et qui va faire que demain, je pense qu'on fera un acte législatif et à côté, on mettra le repository dans GitHub de code. Alors je sais que c'est une provocation, mais moi je l'avais dit à l'époque du RGPD, c'est-à-dire que moi j'aurais trouvé bien qu'on ait du code et qu'on ait dans notre smartphone la possibilité de régler une fois pour toutes ce qu'on est prêt à partager, ce qu'on n'est pas prêt à partager là-dessus. Et que l'UX général de ce système soit imposé aux constructeurs, de sorte à ce que, et que ce soit fait par un système citoyen. Parce que le régulateur ne sait pas faire ça, ce truc-là. On m'a ri au nez à l'époque, quand j'avais dit ça, j'en ai gardé un certain ressentiment. J'ai l'impression, dis donc. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup aujourd'hui, ces problématiques, notamment dans l'AI Act. On voit qu'il y a certaines choses qui auraient pu se passer comme ça. Et à moyen terme, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de cette façon-là. Puis l'autre chose qui, à mon avis, est vraiment compliquée, c'est la proportionnalité entre régulation et innovation. Je pense que, suivant les textes, c'est plus ou moins bon. Moi, je suis assez inquiet j'espère que ce qui sortira du trilogue, là, dans le cadre de l'AI Act, sera proportionné, parce que le texte présenté par le Parlement est complètement déséquilibré. Notamment, il interdit tous les modèles fondationnels à base de LLM, ce qui fait que qui est dans le langage d'apprentissage particulier, notamment pour les IA génératives. Voilà, et ce qui fait que vous vous appelez Mistral, vous partez d'Europe, parce que c'est pas qu'il interdit, c'est qu'il dit que c'est à niveau de risque le plus élevé. Et vous n'avez pas envie de vous retrouver en prison parce que vous essayez de développer votre entreprise. Et c'est essayer d'éviter la double peine aussi, qui est souvent présentée en matière de régulation pour les pépites européennes. Voilà, exactement. Donc cette proportionnalité, elle est encore à construire. Et je pense que le fait dominant aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est la technologie. Et donc je ne suis pas sûr que les institutions publiques, quelles qu'elles soient, aient pris acte de cette notion-là. C'est très bien de faire du droit, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du droit, mais faire du droit sans comprendre la nature de la technologie, c'est très dangereux aussi. Les hippies, Dieu, la science et surtout l'intelligence artificielle et l'éducation. On va continuer à en parler avec Gilles Babinet dans la deuxième partie de cette masterclass. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de mon hippie préféré, Édouard Degnaud. Hey, this is Trisha Beagle's dad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there, and see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano para arriba todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. ¿Cómo dice? Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah. Et on est de retour
retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Gilles Babinet. Vous le savez aujourd'hui, carte blanche masterclass avec Gilles pour revenir sur cette longue histoire de l'invention d'Internet. Et on va se projeter dans le futur dans l'espace d'un instant. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va explorer le jeu vidéo. Oui, mais des jeux vidéo qui ont été co-créés par des artistes contemporains qui sont actuellement à l'honneur d'une exposition au Centre Pompidou-Metz. Elle s'appelle World Building. Absolument. Une exposition et pas des moindres, puisqu'elle a été organisée par Hans Ulrich Obrist, qui est le pape de l'art contemporain. Alors, un pape un peu bouddhiste sur la photo de droite, je vous l'accorde, mais il lui faut au moins ça pour avaler un chiffre. En 2021, plus de 3 milliards de gens, soit près d'un tiers de la population mondiale, jouaient aux jeux vidéo. Alors, comment les artistes contemporains travaillent-ils cet univers vidéoludique? Notre Dalai Lama de l'art a sélectionné 43 artistes, des pionniers des années 80 jusqu'aux artistes les plus récents. Tous ont en commun, en fait, de questionner les fondements du monde vidéoludique et ses codes esthétiques, mais aussi sociétaux. Une sélection d'artistes, une sélection d'œuvres. Est-ce que tu as pu dégager des thèmes, des grandes thématiques qui se découpent? Alors, parmi les premières préoccupations des artistes, ce sont les discriminations qui sont faites dans le cadre des jeux vidéo qui sont le plus questionnées. Une récente étude IFOP publiée en avril rappelle encore des chiffres trop alarmants. On remarque à gauche, si on voit en fait, pour les plutôt gamers, les préjugés sexistes aussi entre 22 et 52%. On peut lire 27% d'entre eux pensent que dans la société actuelle, les femmes ont pris trop de pouvoir. À droite, plus centré sur le jeu, sur un échantillon de 733 joueuses gameuses, les chiffres font état de 39% de femmes victimes de remarques, d'insultes et d'injures à caractère sexiste, pour 27% de femmes gameuses victimes de menaces d'agression à caractère sexuel. Alors, comment les artistes vont prendre à bras-le-corps ces problématiques? Eh bien, l'une d'entre elles, l'américaine Angela Washko, a décidé d'infiltrer le fil de discussion de World of Warcraft au sein de la ville d'Orgrimmar, la capitale des orques. Donc ce sont ces grands et puissants guerriers. Et elle va discuter féminisme avec d'autres joueurs de cette capitale de World of Warcraft. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ça ne se passe pas sous les meilleurs augures. Elle va faire face à une pluie de féminazis, à une pluie de GB2 Kitchen pour Go Back to the Kitchen. Et il faut savoir aussi que quand l'artiste est en train de soulever ces questions, c'est en 2013, au même moment est en train de sourdre ce qu'on a appelé le Gamergate, un déploiement de harcèlement qui avait eu lieu en 2014, je ne sais pas si vous vous souviendrez, dans le milieu des jeux vidéo, avec une telle ampleur qu'avait été diligentée une enquête au FBI, suite notamment à des menaces proférées contre certaines universités d'État, ainsi qu'une alerte à la bombe contre la féministe gameuse Anita Sarkeesian lors de la Gamer Developers Conference, émanant d'une frange légèrement violente de l'alt-right américaine. Ce qui n'est pas que le féminisme, en l'occurrence, qui est aussi remis en cause par certains gamers et certaines illustrations du jeu vidéo. Il y a aussi d'autres formes d'opposition. Oui. Lesquelles? Dis donc, j'ai un indice affiché en mode votre écran. Oui, évidemment. Dans notre pochette, surprise de clivages sociétaux, on n'est pas en reste toujours. Alors, on a fait donc, les féminazis, check. Il reste évidemment la question de la fluidité du genre et les discriminations faites auprès des personnes LGBTQIA+. Forcément. Donc, il y a une artiste qui est l'anglaise Danielle Brathwaite Shirley qui propose, elle, un récit pour le moins singulier. Il s'agit dans son jeu qui est nommé She Keeps Me Damn Alive d'avoir un pistolet, certes, mais de ne pas tirer sur les personnes noires transgenres. Alors, il y a des punitions en cas d'échec. On est menacé de devoir dîner avec des suprématistes blancs. Alors, franchement, la flemme. Alors, on n'a pas très envie. On n'a pas. Non, vaut mieux être précis dans son. J'ai poney aquatique ce jour-là. Donc d'autres artistes exploitent aussi ces problématiques du genre et vont exploiter l'hybridité en fait attachée au monde de la heroic fantasy, de la fantasy, comme notamment un artiste qui s'appelle Théo Triantafylidis, qui a créé un personnage dont les caractéristiques genrées ont été poussées à l'extrême. Alors musculature démesurée, poitrine à 2 doigts d'exploser, mais avec un taux de testo tellement
tellement alarmant qu'en fait, il est aussi couvert de poils, petit visage régulier. Bref, tout y est pour augmenter les curseurs des différents genres et les mélanger dans une sorte de nouveaux personnages. Et cette question du genre et de cette fluidité et du virtuel, eh bien, elle est aussi posée dans une question, elle est aussi posée par un artiste qui va plus loin. En fait, lui, il a créé un avatar qui est non-binaire et qui existe seulement dans le domaine numérique, et c'est ça l'artiste. C'est un artiste 100% virtuel. Donc, cette exposition, elle nous permettra d'explorer la façon dont on va redéfinir les frontières de l'art, mais des artistes eux-mêmes. Absolument. L'artiste virtuel dont je vous parlais là, il s'appelle Laturbo Avedon. Alors donc, on peut voir son autoportrait à l'écran. Et donc, elle expose non seulement dans les galeries, mais aussi dans le monde virtuel, donc dans Fortnite, à l'époque dans Second Life ou dans Star Citizen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, il y avait eu cette espèce de trend aussi. Il y a, par exemple, une salle du Muséum d'histoire naturelle d'Angers était apparue dans Animal Crossing. On pouvait aussi, dans le même jeu, mettre des tableaux issus de musées d'art américains. Et donc, tout ça, ce monde du virtuel vidéoludique est en effet présent dans la redéfinition des limites de l'art, mais forcément, avec l'IA, ça va faire exploser la tendance. Je finirai mon tour de l'exposition avec un personnage. Je vous le présente. Son nom est Bob. Alors, c'est un peu comme un Tamagotchi. Hello, Bob. Hello, Bob, mais version muséale. C'est un Bob Blob, en fait. C'est un Bob Blob. C'est pour Bag of Beliefs, un sac de croyances. Et en fait, il est signé par l'artiste américain Yang Cheng. Et cette bestiole, en fait, elle est nourrie par un ensemble de personnes qui ont téléchargé l'application et qui va apprendre, en fait, grâce à ces différents cadeaux faits par les utilisateurs de l'app, à des expériences sensorielles, qui va développer une personnalité au fil du temps. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est justement qu'on va passer bien d'une œuvre d'art finie et individuelle à, selon les mots de l'artiste, une œuvre avec un système nerveux et évolutive et collective. Donc, à vos manettes, allez, pour continuer à réfléchir d'une façon ludique, mais pas seulement, à de nouvelles façons et toujours renouvelées d'être ensemble. Absolument, de la co-création artistique et numérique. C'est très intéressant ce que décrit Jeanne ici, Gilles, parce que ça nous dit aussi que le numérique, quelles que soient ses formes d'incarnation, a toujours été aussi un endroit où on peut faire bouger les lignes sociétales. Oui, c'est tout à fait vrai. Et je pense que, d'ailleurs, beaucoup de débats n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas eu Internet au sens large. Le déplacement politique très impressionnant qu'on observe, alors à certains égards vers le populisme, mais aussi l'apparition de débats sur transgenre, tout un tas de minorités. Ces minorités n'auraient pas existé sans Internet. Et elles ont pu se faire entendre. Alors évidemment, ça provoque des réactions assez violentes, l'anti-wokisme, etc. Mais la réalité, c'est que c'est, à mon avis, assez structurel au monde qui vient. Et justement, on va continuer à étendre le domaine de la lutte et de l'IA dans la deuxième partie de cette émission. C'est le talk et la masterclass de Gilles Babinet, deuxième partie, tout de suite. Et Gilles, évidemment, vous êtes à nos côtés aujourd'hui puisque vous êtes serial entrepreneur. Je ne vous ferai pas l'injure de redonner le nom des entreprises que vous avez créées en France et en Europe. Vous avez été le premier président du Conseil national du numérique. Vous êtes toujours coprésident d'ailleurs à l'heure actuelle. Digital Champion, ça sonne comme de l'héroïque fantaisie numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Vous enseignez toujours à l'INSP, à Sciences Po et à HEC. On vous reçoit pour la sortie de cet ouvrage passionnant, Comment il est hippie, Dieu et la science ont inventé Internet. C'est chez Odile Jacob. On parlait justement de la façon dont le numérique est aussi un domaine d'expression qui fait bouger les lignes sociétales, environnementales, politiques. Il y a aussi cette question qui est absolument prépondérante aujourd'hui, la façon d'incarner finalement ce monde de la tech. Je le disais en ouverture, il y a 3 visages extrêmement connus qui s'affichent en couverture de votre livre, celui de Richard Stallman, celui de Vint Cerf et celui de Steve Jobs. Aujourd'hui, et cette saison surtout, le héros ou contre-héros qui nous a tenus en haleine, c'est Elon Musk. Il est hippie, il est Dieu ou il est techno-réactionnaire? Je pense qu'il se prend pour Dieu. Non, il est plutôt... La pensée d'Elon Musk est assez peu connue en réalité. C'est-à-dire qu'il s'exprime tout le temps, mais il lit beaucoup, mais il n'a jamais fait l'effort de dire finalement
ce à quoi il croyait et ce à quoi il ne croyait pas. Et donc, il s'est déclaré démocrate, mais il soutient DeSantis assez clairement, qui est quelqu'un qui est à la droite de Trump. Et donc, c'est assez brouillé, toute cette image. Mais je pense qu'il appartient assez bien à cette école que je décris comme étant les techno-réactionnaires. C'est-à-dire les gens qui considèrent qu'il y a une forme d'élitisme au travers de la technologie qui doit s'exprimer assez naturellement, les intelligences artificielles qui sélectionnent les meilleurs, les meilleurs qui finalement développent ces intelligences artificielles, et qui s'opposent au fait, par exemple, de la discrimination positive. Il a appris, il y avait un certain temps qu'il y avait des programmes plus ou moins de discrimination positive au sein de Twitter, et à l'époque, il avait fait un tweet horrifié. Voilà, donc on voit bien où est-ce qu'il se positionne quand même. Malgré tout, c'est très commun dans la Silicon Valley actuellement, ce type de positionnement. Et c'est profondément en opposition avec ce que l'on pouvait observer il y a 30 ou 40 ans dans ce même lieu. Finalement, la contre-culture de la Silicon Valley se mue en prise de position de plus en plus extrême. Est-ce que même aujourd'hui, en ligne, le débat ne peut plus avoir lieu, ne peut plus avoir de place parce qu'on est polarisé sur deux extrêmes? Oui, le débat est compliqué. Il y a une forme de radicalisation violente que l'on observe un peu partout. Et clairement, l'échiquier politique a fortement évolué. Est-ce que le fait générateur, c'est Internet? C'est impossible à dire. Je pense qu'il a une part importante dans cette affaire. Il y a aussi l'évolution des grandes sociétés occidentales vers un post-consumérisme assez important qui est un peu compliqué. Mais c'est clair que notre éducation aux réseaux sociaux n'est pas terminée et que d'ailleurs le DSA s'inscrit bien dans cette logique-là de dire ok, votre responsabilité que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est la même que dans la vraie vie. Absolument. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore perçu par tout le monde, notamment lorsque vous avez des gens qui sont jugés pour harcèlement. Ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point ils ont l'impression que sur Internet, c'est pas important. Alors que c'est extrêmement important, et on l'a vu notamment cette saison avec la multiplication d'enfants, d'adolescents qui ne trouvent comme échappatoire que le fait de pouvoir se suicider après avoir été harcelé à l'école et cyberharcelé. Ce qui est une problématique extrêmement problématique, et notamment vis-à-vis des responsabilités des plateformes qui se retranchent derrière leur statut d'hébergeur et non d'éditeur. Ce que vous évoquez, à mon avis, ça va être un truc totalement majeur dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est une pandémie, un enjeu de santé publique majeur. Les enfants aux États-Unis, enfin plutôt les moins de 25 ans, passent 9 heures par jour sur les réseaux sociaux, 12 heures sur les écrans, quand même. Et on le voit, on voit cette traduction. Donc on a une corrélation causale, comme on dit en science, c'est-à-dire qu'auparavant on voyait qu'il y avait une croissance de la prise de poids, de la prise d'antidépresseurs, etc. Et puis qu'elle était parallèle avec la croissance des réseaux sociaux. Et les scientifiques disent, nous, tant qu'on ne peut pas faire de lien d'interdépendance entre l'un et l'autre, on ne le fera pas. Puis là, récemment, il y a des travaux qui sortent qui montrent que c'est totalement lié, en réalité. Et donc, on va se retrouver face à un truc qui est comme le fentanyl ou comme la cigarette. On va devoir, enfin le fentanyl, c'est pas encore le cas d'ailleurs, mais la cigarette, on va devoir mettre en place des politiques publiques très lourdes, très coercitives, pour contrer ça. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut y aller fort. Parce que je vois des dégâts dans mon entourage proche et moins proche. Et au-delà de ça, je lis ces articles. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut envisager l'interdiction. L'autre feuilleton qui nous aura aussi beaucoup occupé sur ce plateau, mais pas que, tout dans cette saison, c'est évidemment celui du match IA générative contre éducation. Alors oui, on a un peu parlé de Sam Altman et d'OpenAI tout à l'heure avec vous, Gilles. La vraie question aujourd'hui, et finalement là aussi ça tient peut-être plus de l'envie de jouer à se faire peur qu'autre chose, c'est de devoir constamment opposer IA et éducation. Est-ce qu'on peut sortir de ce match un peu manichéen ? Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence en particulier, parce que pour moi, c'est très complémentaire. Et notamment... On a beaucoup de témoignages de professeurs, mais aussi de professionnels du système et de l'écosystème éducatif, qui
donné leurs craintes vis-à-vis de l'utilisation des intelligences bien sûr. artificielles Sciences génératives. Po, tout ça, Voilà, un nombre d'écoles, notamment Sciences Po, vous le citez, mais aussi la ville de New York qui interdisait et bannissait ChatGPT littéralement de leur salle de cours, et un phénomène d'opposition extrêmement féroce. On a ça depuis 30 ans en réalité. À chaque fois qu'il y a une technologie arrive, tout le monde a peur que ça désintermédie des tas de trucs, etc. Et on a survécu jusqu'à présent. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans les IA génératifs que de risques en réalité. Il suffit de regarder sur YouTube les vidéos de Salman Khan, qui est un pont de l'éducation, qui a monté la Khan Academy, qui touche, je crois, plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Et il dit, il était présent à Vivatech d'ailleurs. Vous pouvez discuter avec Léonard de Vinci, avec Einstein, avec qui vous voulez, en fait, avec des gens qui sont très connus. Et cette conversation, c'est une vraie conversation, au sens où ça s'appuie sur des corpus qui sont tout ce qu'on connaît, tout ce qu'ont écrit ces gens-là, et qui, comme ils ont beaucoup écrit, ça fonctionne très bien. Et c'est extraordinaire. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu la vidéo qui décrit ça. Et je me suis dit, waouh, il faut que je trouve un temps, un week-end pour avoir ce type de conversation, parce que je pense que ça doit être totalement magique. Je pourrais vous en parler assez longtemps, mais sur les équations, on se rend compte que je vous montre une équation, vous coincez, vous dites, oh là, c'est trop compliqué, tout ça. Et ben, il y a des technologies d'eye tracking qui vont regarder ce que vous regardez et qui vont renforcer ce qui vous fait peur en réalité. Et dans une équation, il y a plein de trucs qui peuvent faire peur. Il y a le fait de ne pas avoir le champ mémoriel pour se souvenir du truc qui était en amont et qui va avec le truc qui est en aval. Il y a le fait d'être impressionné par l'apparence de complexité. Il y a le fait de ne pas savoir calculer. Et il y a 8 ou 9 patterns différents. Et donc, il regarde ce que vous regardez en fonction de ce que vous essayez de faire et d'écrire. Il reprend avec vous, il renforce vos faiblesses. Il fait jusqu'à ce que vous ayez dépassé ce truc-là. Et après, il vous fait comprendre l'équation complète. Mais ça, c'est génial. Donc, justement, essayer d'appuyer sur des technologies qui vont nous accompagner dans notre parcours d'apprentissage, qui vont permettre peut-être aussi parfois aux enseignants, aux enseignantes de déléguer, d'automatiser une partie de leur travail pour revenir sur l'intermédiation entre prof et élèves. C'est intéressant parce qu'évidemment, les études se succèdent et se ressemblent en matière d'intelligence artificielle et d'impact sur le monde du travail, notamment celle de McKinsey, il y a quelques jours, qui nous projette en 2045 et qui nous dit qu'en 2045, 53% des métiers auront été impactés par l'intelligence artificielle et son automatisation. Bon, enfin, honnêtement, il faut raison garder. Quand on dit impacter, on ne dit pas qu'elle va tuer le travail. Oui, ces études devraient décrédibiliser leur auteur, tant elles sont faibles sur le plan méthodologique. Moi, j'ai souvent demandé, pas sur ce coup-là, mais précédemment, j'avais demandé à McKinsey de m'envoyer les modèles de construction de ces études, et ils ne l'ont jamais fait, ce qui montre qu'ils n'ont pas vraiment la rigueur académique à l'esprit en général. Et je pense que cette étude est du même tonneau, elle est faible, elle est critiquable. Et voilà, ce que ne dit pas assez McKinsey, en tout cas quand on présente une telle astuce, parce qu'ils savent très bien que faire peur crée le buzz, et donc ils ne mettent pas en avant les dynamiques profondes. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'il y aura plus de jobs qui vont être détruits que de jobs qui vont être créés. L'histoire de la productivité, et l'histoire économique de la productivité, elle est très documentée, nous montre qu'à chaque fois, on a des phénomènes de millénaristes par rapport au travail, et que ce soit du ludisme jusqu'à aujourd'hui, les grandes technologies systémiques ont laissé penser que l'emploi allait disparaître, ou en tout cas être massivement affecté. Ça n'a jamais été vrai, en réalité. C'est-à-dire que ça a créé des emplois à foison. Ce que je dis à la fin de cet ouvrage, c'est que le grand champ dans lequel on a besoin de productivité, parce qu'on ne sait pas le traiter, c'est celui de l'environnement. Et donc, qu'il s'agisse de carbone, de déchets, d'externalités polluantes, de quelque nature que ce soit, la productivité amenée par l'IA, elle est bienvenue. Elle va nous permettre de faire de l'économie circulaire, des smart grids, des systèmes de transport qui seront beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui, des maisons qui seront résilientes. Et tout cela, ce sont des choses qui sont déjà l'objet d'expérimentation qui fonctionnent bien. Donc je suis très en opposition avec ces McKinsey et consorts qui, à mon sens, je me laisse un peu aller, mais disent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a aussi, alors tout le monde a des amis consultants autour de cette table, je vous rassure, mais on a souvent aussi vécu finalement des plans de stratégie de transformation numérique vendus aux entreprises par ces cabinets de consultants qui se sont mués en plans de transformation sociétale, et peut-être que la 3e saison de ces plans-là,
c'est de la transformation par intelligence artificielle interposée. Mais je vous cite souvent, dites donc, Gilles Babinet, en ce moment sur les plateaux, notamment quand vous dites qu'en réalité, ce à quoi il faut se préparer, c'est pas savoir si on utilisera ou pas l'IA, mais plutôt se projeter dans un monde où certains sauront utiliser les outils d'intelligence artificielle, fussent-ils génératifs, et les autres pas. Oui, c'est très difficile de dire. Il y a les technologies et puis il y a les modèles de régulation qu'on met au-dessus de ça. Quand vous avez eu le début des technologies de la première révolution industrielle, il n'y a pas eu de régulation pendant très longtemps et pas de loi sociale. Donc, en Royaume-Uni, entre 1820 et 1890, les conditions d'exploitation des travailleurs étaient abominables. Alors, il y avait un enrichissement très fort. Donc, plutôt que de faire en sorte que ce qu'on a fait après dans le welfare state, c'est-à-dire de dire, on va vous taxer et puis on va financer le système social avec ces taxes-là. Et puis on va créer des lois sociales par ailleurs. On va limiter le temps de travail des enfants, l'interdire par la suite, limiter le temps de travail des femmes et limiter le temps de travail tout court d'ailleurs. C'est impressionnant. Hein. Vous savez de combien était la première limitation du temps de travail en Grande-Bretagne ? Non. 80 heures. Ça donne une idée du niveau d'exploitation auquel on faisait face. Voilà, donc... les IA, ça n'est pas un objet autonome, c'est un objet qui s'inscrit dans un contexte politique et social. Et suivant la façon dont on régulera ces IA, on fera des sociétés qui seront plus ou moins inclusives. La tech, c'est de la politique. On vous l'a encore prouvé aujourd'hui avec cette masterclass avec Gilles Babinet. Vous voulez revisiter l'histoire d'Internet, courez en librairie pour vous procurer aux éditions Dit Jacob comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Merci infiniment Gilles d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. Merci comme toujours à évidemment Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech et les voyages en terre d'art et de science qu'elle nous propose. Et nous, on se retrouve très vite à l'antenne de School TV pour l'école du futur.